Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. J'invite aujourd'hui l'expert en relations internationales et géostratégie, Cheikh Khawilu Dani, pour parler des transferts de fonds de Marocains résidant à l'étranger. Pesant 8% de notre PIB national, cette manne est d'une importance capitale. Et d'ailleurs, la Banque centrale marocaine met les bouchées doubles afin de faciliter les transferts de fonds de ces éméreux, de ces Marocains résidant à l'étranger. Mais voilà, et selon le Wali de Banque Maghreb, des autorités bancaires de l'UE et de l'Union européenne ont décidé, sous prétexte de lutte contre le blanchiment d'argent, ont décidé de suspendre l'activité d'intermédiation qui est opérée par les filiales bancaires marocaines qui sont situées en territoire européen. Abdelatif Jouahri d'ajouter qu'à l'avenir, ces conditions de prestation, notamment de cette activité, devraient davantage se durcir si le projet de directive européenne relatif notamment aux succursales de pays tiers est voté en l'état. De quoi s'agit-il concrètement? Réponse donc dans cette séquence invitée de la rédaction. Et j'ai plaisir d'accueillir donc c'est Cheikh Khawilu Dani. Bonsoir et merci de nous joindre à nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, peut-être, avant de commencer, on rappelle, je parlais de 8% du PIB, mais rappelez l'importance des transferts des MRE d'un aspect économique, mais aussi socio-économique. Oui, ça c'est important parce que ça c'est une question de dimension stratégique dans la mise en place d'une politique de co-développement entre la rive nord et la rive sud. Parce qu'aujourd'hui, cette mesure vexatoire purement politique, il faut le dire avec courage, ne concerne pas que le Maroc, mais concerne le continent africain. D'ailleurs, aujourd'hui, sur la dernière décennie, l'Afrique a reçu des fonds transférés par sa diaspora avoisinant à peu près 870 milliards de dollars. C'est un argent, c'est à peu près le 1,7 du montant de l'investissement direct étranger en Afrique et à peu près, donc, c'est-à-dire une somme qui est très importante, plus que les aides de développement public de plusieurs pays européens, de l'Union européenne vers l'Union africaine. Sauf aujourd'hui, nous sommes en train de voir une certaine perception politique européenne vis-à-vis, notamment le Royaume du Maroc, vis-à-vis les pays de l'Afrique de l'Ouest qui seront impactés gravement par cette mesure et par cette aberration politique. Parce que pourquoi vous dites politique? Vous insistez sur la connotation politique de cette décision. Oui, politique, c'est tout simplement parce que nous avons ressenti depuis très très longtemps, depuis octobre 2021, un mouvement ou un certain sujet au niveau de la classe politique européenne, notamment en France, avec des hommes politiques, avec une campagne électorale virulente vis-à-vis ce genre de transfert, ce genre de comportement de la diaspora, ce genre d'interpénétration financière et économique avec le continent africain. On l'a vu aussi en Belgique et aux Pays-Bas. Il y avait des discussions entre le Royaume du Maroc et le Pays-Bas sur certaines questions sur les avoirs détenus par les Marocains résidant aux Pays-Bas, que le Pays-Bas a exigé à la FATCA américaine. Donc, ils sont en train de mettre en place un FATCA européen pour déceler tous les résidents européens à l'étranger, de signaler et d'avoir une double imposition financière. Ça, c'est grave. Donc ça, c'est une décision politique. Donc, et en fait, normalement, lorsqu'on parle de la politique, on parle des accords aussi entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. On parle pas il n'y a plus aujourd'hui une association entre le CE. Maintenant, on parle d'un partenariat stratégique entre le Royaume et l'Union européenne et d'un statut avancé. D'ailleurs, dans l'article 54 de la statut avancé, on parle d'une simplification de co-investissement dans la perception de créer une sorte de MIDA pour faire en sorte des investissements qui vont de l'Union européenne vers le Royaume du Maroc soient simplifiés, sans complexité, sans beaucoup de problèmes au niveau de transactions financières, étant donné que nous sommes dans la réglementation marocaine, nous sommes dans les normes et dans les standards européens au niveau de la bancarisation des affaires marocaines. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes vraiment devant cette question qui est purement politique et que seul l'homme politique qui est capable de résoudre cette équation à double inconnu. L'inconnu, c'est la première chose. Nous sommes dans une situation où il y a une crise dans le monde. Aujourd'hui,
dans les discussions de l'Union africaine avec l'Union européenne, nous avons suivi les tractations politiques, économiques. On parle de co-développement, de co-investissement, on parle de changement climatique, on parle de beaucoup de choses. Qui paye le pot cassé, qui paye le prix cher? Le prix cher, c'est les pays de l'Afrique. On parle des relations sud-sud, on parle des relations nord-sud, mais malheureusement, lorsqu'on voit ce genre de comportement mercantiliste, parce qu'on est dans une vision aujourd'hui, lorsque l'Afrique s'est engagée avec l'Union européenne et s'engage pour développer une perception commune avec des intérêts communs, mais malheureusement, lorsqu'on voit ce genre de choses, donc on voit que cette libéralisation que l'Occident essaye de mettre en place, essaie de répandre dans le monde, il est en train maintenant de revenir à certaines pratiques protectionnistes et à certaines pratiques, malheureusement, comme je viens de dire, mercantilistes. Parce qu'un travailleur qui envoie une somme d'argent... De quoi il s'agit exactement? Donc, parce que moi, je parlais dans mon introduction de l'interdiction, ou en tout cas de suspension d'une activité qui était déjà existante, à savoir que les filiales des banques marocaines qui sont présentes sur le sol européen et les banques marocaines qui ont travaillé depuis plusieurs décennies afin d'étendre et de se rapprocher davantage du citoyen marocain résident à l'étranger, eh bien, elles n'ont plus le droit, c'est cela, de permettre un transfert d'une somme d'argent entre l'Europe et le Maroc de manière fluide. Non, il n'y a plus cette fluidité. Donc, il y a une complication. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un durcissement dans la réglementation, vu étant donné la directive européenne sur question de transfert d'argent. Donc, il y aura une complication. Oui. C'est-à-dire que ce monsieur ou bien cette femme qui travaille en Europe n'aura pas la possibilité facile d'envoyer une petite somme d'argent à sa famille au Maroc ou bien en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique tout entière, parce qu'il est exigé aussi d'avoir certains papiers, comme quoi cet argent n'est pas, donc ne rentre pas dans le cadre de la loi anti-blanchiment d'argent et rentre donc et que cet argent, il faut essayer de comprendre une chose qui est importante, c'est que cette mesure, en fait, c'est une mesure qui rentre dans une perspective de l'Europe de faire une transposition de ce qu'on appelle les accords de Bâle III. Mais devant la crise, donc ce sont des gestions anti-crise à l'Union européenne. Mais sauf maintenant... Oui, il n'y a pas de crise financière, parce que quand vous parlez de Bâle III, c'était après la crise de 2008. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette guerre, soi-disant, au blanchiment d'argent, même si les sources de blanchiment et d'évasion fiscale, notamment, ne sont pas dans ces niches-là, mais vont dans de plus gros poissons, j'ai envie de dire. Vous savez, Madame Khadija, aujourd'hui, le monde, les guerres ils ont plusieurs couleurs. D'accord? L'hostilité, il a plusieurs couleurs. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre conventionnelle ou bien une guerre, mais une guerre pourrait être menée pour freiner certaines conceptions stratégiques d'un État. Et on voit maintenant, vous l'avez cité dans votre introduction, que les fonds transférés de la diaspora marocaine à leur pays mère, le Royaume, atteint 8% du produit intérieur brut. À peu près 870 milliards de dollars en Afrique. C'est une somme qui est très, très importante, qui permet de soutenir la stabilité économique, macroéconomique, le développement du pays, étant donné aussi que dans les accords entre l'Union européenne et l'Union africaine, et notamment dans l'accord de statut avancé, ou bien l'accord d'association avec de partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, il y a donc le fait de mettre en place un système MEDA. Le système MEDA, c'est un système de soutenir les entreprises qui ont une perception à forte croissance, c'est-à-dire fluidiser l'investissement de la diaspora ou bien un Français de souche ou bien un Belge de souche, de développer une structure économique ou bien une affaire dans un pays comme le Royaume du Maroc. Sauf aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que les pays européens vont exiger une imposition. C'est-à-dire aujourd'hui, normalement, il n'y a aucune personne qui va vous interdire de
d'avoir un bien, par exemple le Maroc, en tant que Français ou bien en tant que Belge ou bien en tant qu'Hollandais. Alors que maintenant, non, à la FATCA américaine, c'est une loi qui a été votée en 2010 et qui est en train d'être adoptée aux pays européens, dans les pays européens, c'est-à-dire qu'on va déceler les Européens qui investissent dans les pays comme le Royaume du Maroc. Et on sait bien qu'il y a plusieurs résidents, plusieurs Européens, plusieurs hommes d'affaires, ce qu'on appelle l'investissement direct étranger, donc va être double imposé par des banques, par les États sources de cet argent. Donc, de fait, nous sommes devant une difficulté qui va durcir et qui va compliquer davantage tout investissement ou bien toute une perception de faire une transaction financière entre un pays européen et le Royaume du Maroc. Alors, qu'est-ce qu'une directive européenne? Bon, on va juste rappeler aux téléspectateurs que c'est une nouvelle directive, c'est un projet de loi. Mais malheureusement, le vote, il est imminent. Oui, mais est-ce que cela est applicable pour tous les États ou l'État, au sein même de l'Union européenne, a son mot à dire? Ou en gros, on va juste subir? Non, aujourd'hui, on va malheureusement subir. Donc, les pays, ce projet... Si un pays européen qui n'est pas d'accord. Non, écoutez, ce projet-là, malheureusement, il y avait une campagne au sein du Parlement européen depuis très, très longtemps. Ils ont essayé de voir les corridors de transfert d'argent les plus importants, d'accord? Ils ont vu que le corridor pays Europe-Afrique, notamment le Maroc, notamment l'Afrique de l'Ouest, c'est un corridor qui est très, très important. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'augmenter le coût de transfert. Vous devez savoir, c'est que le coût de transfert de l'argent, normalement, comme il a été appliqué par le G20, ne doit pas dépasser 5% du montant. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, le corridor Union européenne-Maroc dépasse 8,5%. Plus que la norme. Dans certains corridors comme la région Mina, il dépasse 6,5%. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire et même ils sont en train d'envisager d'augmenter ce coût de fonds, le coût de transfert d'argent. Même ce qu'on appelle le capital risque, normalement qui est une manière de regarder, avance ou bien de contribuer dans le co-développement des États. Et on l'a vu ici au Maroc. D'ailleurs, le Maroc est dans le top 7 des pays africains du capital risque, va être freiné par ce genre de mesures qui va avoir malheureusement des impacts sur l'économie marocaine. Surtout socio-économiques. Socio-économique. Quand on parle de co-développement, je me permets de vous interrompre, Cherkaoui, on parle de co-développement. On parle de multiples politiques européennes, justement, pour contrecarrer l'immigration clandestine, etc. Et quand on voit qu'il y a des décisions comme ça, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que finalement, ces transferts, ce sont des aides, un peu aussi de co-développement, ce sont aussi indirectement des aides à l'investissement qu'on vient stopper net. Oui, tout à fait. Mais ça va à l'encontre de la perception de relations, par exemple, que normalement on a avec l'Union européenne. Il y avait des accords cadres, il y a des accords qui ont été signés, qui permettent une certaine connectivité de réseaux communautaires entre Maroc et Union européenne, une certaine facilité de l'interconnectivité et l'inter-impénétration financière et économique entre les États. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le statut avancé. Donc, je pense que c'est ce genre de mesure et c'est une déclaration, peut-être officielle, de la part de l'Union européenne de changer le fonctionnement de cette relation. Regardez le Maroc juste en tant que pays capable d'un gendarme européen sur la question de l'immigration clandestine, sur la sécurité, sur la stabilité, sur le terrorisme, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on veut vraiment aller de loin et aller vers une certaine conception stratégique en tenant en compte les intérêts stratégiques communs des deux parties, il faut voir une chose qui est absolument importante, c'est que le co-développement. Parce qu'aujourd'hui, si on discute dans l'Union européenne sur les questions de la nouvelle technologie, le high-tech, alors que pour discuter comme les pays de l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest et le Royaume, on parle des choses qui sont obsolètes, ça n'a pas de sens.
Donc aujourd'hui, si on veut aller devant les défis et les enjeux de cette mondialisation, malheureusement, que les Occidentaux sont en train de mettre en péril, donc il faut discuter les choses d'une manière profonde. On parle de la liberté de circulation des capitaux. Voilà, ce genre de mesure va à l'encontre de cette perception occidentale et qui imprègne la mondialisation pilotée par les Occidentaux et notamment dans notre partenariat des pays européens. Donc je pense aujourd'hui, au lieu de voir, de regarder avec une autre façon de concevoir ces relations devant les défis, les enjeux qui est en train de se mettre en place et qui est en train de s'amplifier avec ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne, l'Afrique de l'Ouest, avec des questions qui sont vraiment purement géopolitiques et géostratégiques. Donc nous sommes en train d'envenimer davantage ces relations avec les pays comme le Royaume du Maroc. Moi, je pense aujourd'hui... Est-ce que les banques européennes, les banques marocaines ont leur mot à dire? Est-ce qu'elles peuvent... Que peuvent faire... Parce qu'il s'agit aujourd'hui que... Enfin, ce projet porte sur l'interdiction des banques étrangères non établies en Europe d'offrir des services bancaires d'un pays d'origine directement à leurs clients résidant dans le pays de l'Union. Oui, écoutez, Madame Khadija, aujourd'hui, je pense que l'action doit être politique. Oui. Bien mais l'action, elle ne doit pas être que marocaine, parce que ça concerne toute l'Afrique. Le continent mais effectivement, c'est le réseau bancaire marocain qui est le plus... Il est en 27 pays. Les succursales marocaines en Afrique, c'est en 27 pays. Les banques marocaines jouent un rôle très, très important dans l'accroissement de la bancarisation dans l'Afrique de l'Ouest et notamment en Afrique aussi de l'Est. Donc, étant donné maintenant la situation, bien sûr, il y avait... je pense, une note qui a été établie par Banque le Maghreb et aussi le GPPM, le groupement des banques marocains, et qui a été envoyée au ministre des Affaires étrangères parce qu'aujourd'hui, nous avons effectivement, comme l'a dit M. El Jouari, d'une action diplomatique d'envergure. Parce que c'est une menace. C'est une réponse qui doit être diplomatique aussi, qui doit être politique voilà, aussi. Voilà, une politique et une diplomatique, parce que c'est une question de dimension vraiment stratégique. Mais il y a eu le chef de la diplomatie de l'Union européenne, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, qui était en visite au Maroc. Oui, mais malheureusement, le chef de l'Union européenne, il était là pour les intérêts européens. Évidemment, il parle de green, machin, tout ça, l'hydrogène. Green Deal. Voilà l'hydrogène vert. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, normalement, le Parlement marocain, le ministre des Affaires étrangères, tout le monde doit mobiliser parce que c'est une mesure, comme je viens de dire, c'est purement politique, une mesure qui va contre les intérêts stratégiques du Royaume du Maroc, contre les intérêts, malheureusement, de nos concitoyens, de notre diaspora en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Parce que l'importance, il est dans ces pays-là. La diaspora marocaine présente considérablement en France et en Belgique et aux Pays-Bas. Ils vont être impactés, malheureusement, par ce genre de mesures économiques. C'est pourquoi, donc, aujourd'hui... Si le projet est voté dans l'État. Et s'il est voté dans l'État. Donc, il faut essayer de regarder parce que, étant donné maintenant, il y a cette campagne, je ne sais pas, vous savez, tout le monde le sait, donc avec le climat géostratégique qui imprègne le monde actuel, avec ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, avec ce qui se passe sur la question du gaz, du pétrole, tout ça. Maintenant, tout le monde cherche. C'est comme le Covid-19, chacun pour soi et Dieu pour tous. Maintenant, on doit vraiment regarder autrement les choses et sensibiliser nos amis européens de regarder cette dimension de cette réglementation et les aspects négatifs sur la perception de co-développement, sur nos relations bilatérales, comment ils pourraient être impactés, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question... Comment elles peuvent être impactées? Admettons que on ne le souhaite pas, bien sûr, pour nos frères et sœurs résidant à l'étranger, notamment en Europe. Admettons que ce projet de loi est voté au Parlement européen. Écoutez, aujourd'hui, nous avons une communauté qui est très, très importante dans les pays, notamment la France, la Belgique et les Pays-Bas. La communauté va faire une pression sur le Royaume. Ce sont des Marocains avec un passeport marocain. Aujourd'hui, il y a des investissements des Marocains résidant à l'étranger dans leur pays. Donc, cette population, elle est très, très importante. Il a une relation pérenne, solide. Il a une grande affection pour notre pays. En témoigne le retour chaque été et chaque vacances au pays, au Maroc. Voilà, c'est comme demain, vous dites, voilà, ces joueurs marocains qui jouent à l'équipe nationale ne pourraient pas
être une partie prenante dans l'équipe nationale qui a joué la Coupe du Monde au Qatar. Donc, et ça, c'est une question qui est absolument refutable et qui est une question absolument vexatoire par rapport à l'opinion publique nationale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'homme politique qui doit être en face, mais malheureusement, aujourd'hui aussi, il y a une opinion politique et publique qui est mobilisée, parce que tout le monde en parle aujourd'hui sur cette question. Est-ce que c'est une question discriminatoire aussi ? Parce que voir les choses avec un autre angle ou bien avec un autre prisme, on voit que, effectivement, que ces relations, il y a certains qui voulaient envenimer ces relations qui existaient ou qui existent entre les pays européens et le Royaume du Maroc. Parce que c'est pas innocent quand même cette mesure dans le temps et dans l'espace, étant donné que le Maroc tire profit davantage de sa population ou bien de sa communauté ou bien de sa diaspora à l'étranger. Ça dérange. Ça dérange beaucoup. Donc, malheureusement, je ne voulais pas faire un petit peu l'assimilation avec le problème du visa. Je ne voulais pas parler de la question de certaines voix qui s'élèvent contre les intérêts stratégiques du Royaume à Bruxelles. Malheureusement, sur la question politique, machin, tout ça, et il y a des discussions maintenant au sein du Parlement concernant des sujets qui sont hostiles aux intérêts stratégiques du Royaume du Maroc. Oui. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut qu'on parle avec nos amis européens. On a un nouvel ambassadeur du Maroc. Nouvel ambassadeur, mais je pense que le niveau de tractation doit être plus important et le message doit être clair. Le partenariat stratégique entre le Maroc, parce qu'il y a aussi des accords de libre-échange, ces paiements ou bien ces transferts aident dans la balance de paiement. Donc, et ça va... Ça, c'est quelque chose pour nous qui est substantiel et très, très, très important. Alors, outre les discussions, que peut faire le Maroc au cas où ce projet de loi est voté ? Écoutez, il y a des mesures contre-mesures qui vont être prises aussi quand même. Donc, voilà. Vous savez... toute action, il y a réaction et le Maroc est dans son droit de réagir. Non, je pense aujourd'hui il faut entamer illico presto bien tout de suite des tractations et des réunions très très importantes avec les autorités politiques européennes. Le rôle du Parlement aussi. Voilà, le rôle du Parlement ne doit pas, il est très très important. Il faut essayer de voir avec nos amis parce qu'il y a des commissions d'amitié entre les parlements français, avec les parlements belges des Pays-Bas, les trois pays qui mènent cette directive européenne. Et je pense que le durcissement, il faut lui expliquer que c'est une question, pour nous, c'est une question souveraine, une question importante. Je pèse mes mots, parce que c'est une communauté marocaine installée chez vous, d'accord, et que le Maroc défendra, voilà, le Maroc défendra les droits. Anglais-Bec, voilà, qui défendra tous ces droits dans n'importe quel pays. Et d'ailleurs, la constitution marocaine, il a été clair là-dessus. Et même dans les discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc, il accorde une grande importance à la diaspora marocaine, et à la communauté marocaine résidant à l'étranger. Donc, c'est une question pour nous qui est une question qui est de dimension stratégique et il faut qu'il aperçoive les choses avec cette importance. Donc, je pense aujourd'hui, au niveau du ministre des Affaires étrangères, il faut déclencher donc des rencontres, voir, expliquer les dimensions, expliquer le pour et le pourquoi, parce que adopter la directive comme telle qu'elle, donc il va être vraiment nocif pour les intérêts stratégiques du Maroc. D'ailleurs, nous, on accepte qu'il y a un déficit dans la balance de paiement, mais aujourd'hui, avec ce genre de mesures, donc c'est-à-dire que vous êtes en train de serrer la vis, donc ce qui est impossible, donc ce qui est quelque chose qui est inacceptable et quelque chose qui est malheureusement mercantiliste. Regardez l'avenir de l'échange ou bien de le partenariat de la stratégie de coopération avec un seul angle, unilatéralement, c'est quelque chose qui est absurde. Il faut voir les attentes aussi de l'autre côté, de la rive nord, parce qu'aujourd'hui, le Maroc ne parle pas plus que pour mais dans la mesure aujourd'hui, le Maroc joue un rôle très important dans les relations sud-sud, dans les relations nord-sud. Et il y a plusieurs questions de dimension importante, internationale, dans le Maroc joue un rôle très très important qu'on peut sortir et le mettre sur la table. Oui.
Parce que je pense qu'à défaut d'avoir d'autres dossiers à mettre sur la table, on sort le blanchiment d'argent sur des sommes qui sont légitimement envoyées aux familles de ces citoyens marocains. Au lieu de voir ça, il faut voir les casinos qui sont en Europe. Absolument. Et les plus gros poissons et d'évasion fiscale, les vrais. Merci beaucoup, Cherkaoui Roudani. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons certainement suivre de ce dossier de près sur cette directive européenne qui met des mesures de restriction sur les transferts de fonds de Marocains à l'étranger, bien sûr sur Média TV. Je vous souhaite sur ce une excellente suite des programmes.